Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur le TP4 d'Info 3 parce que j'ai eu beaucoup de questions sur comment le TP était censé fonctionner, comment faire le code, comment faire le setup dans MCC, comment fonctionnait le PWM, etc. Donc aujourd'hui, je vais essayer de revenir dans une vidéo sur justement le fonctionnement de tous ces éléments. Alors, tout d'abord, si on reprend l'objectif du TP, en fait, ce TP va essayer de nous faire manier le PWM de manière assez ludique, c'est-à-dire en l'affichant sur des LED. Donc on va utiliser pour ça une LED un peu particulière qui est la LED RGB. Et en fait la LED RGB, on l'a déjà vu normalement en LN2, c'est une LED qui est composée de 3 sous-LED. Une LED rouge, une LED verte et une LED bleue. Et ensuite en composant les couleurs, comme on le voit ici sur l'introduction du TP, on peut former une multitude de couleurs, et en fonction de la résolution de chacune de ces LED, on peut former techniquement une infinité de couleurs. Dans les faits, il faudra faire attention, le bleu demande beaucoup plus d'énergie que les autres couleurs pour se générer, ça c'est dû à sa longueur d'onde, mais globalement le bleu sera légèrement plus faible que les autres couleurs, ce qui fait que quand on générera du blanc, en réalité le blanc il sera toujours un peu blanc-orangé, très légèrement, donc faut pas s'inquiéter si vous voyez ça. Maintenant que ça s'est mis de côté, on va pouvoir passer au PWM en tant que tel. Alors déjà le PWM, on va faire un rappel sur ce que c'est. Donc, si on reprend le cours, le PWM, c'est un générateur d'impulsion qui va nous permettre de modifier le rapport cyclique de l'impulsion qu'on envoie. Autrement dit, la période est fixe, nous ce qu'on modifie c'est le temps à l'état haut. Typiquement, on le voit très bien ici sur cette page, avec en bas donc des présentations de 3 rapports cycliques différents, 25, 50 et 75%, et on voit bien à chaque fois que du coup, le temps à l'état haut change. C'est quoi l'intérêt de modifier le temps à l'état haut? C'est qu'on modifie du coup la tension moyenne de sortie du PWM. Typiquement, si on envoie un signal qui est de 0 à 5 volts avec un rapport cyclique de 50%, c'est-à-dire qu'il va passer 50% de son temps à 5 volts, 50% de son temps à 0 volts, donc la valeur moyenne de sortie sera de 2,5 volts. À partir de ça, on va du coup pouvoir contrôler l'intensité des LED, nous, dans le TP. Cependant, si on reprend le TP, donc, on a 3 LED à contrôler. La LED rouge, la LED verte et la LED bleue qui sont rassemblées dans un seul module qu'on appelle LED RGB. On va devoir du coup donc utiliser 3 PWM différents, un par LED. Alors le PWM en tant que tel, si on s'intéresse maintenant à comment on le règle, comment on le met en place et tout ça, il faut savoir que le PWM, sa période va dépendre d'un timer qui va lui envoyer du coup un signal qui va permettre de régler la période et ainsi de suite. Ici pour des raisons de simplicité dans l'exercice, on va utiliser timer 2 et ça on va le voir juste après pourquoi. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que la période du timer qu'on met en entrée du PWM va régler la résolution du PWM. A savoir que plus la résolution est élevée, plus on va avoir de valeurs entre 0 et 100% en rapport cyclique. Autrement dit, si vous avez que 2 bits de résolution, vous aurez 4 valeurs entre 0 et 100%, alors que si vous avez 10 bits de résolution, vous aurez beaucoup plus de valeurs, à savoir 1024 valeurs entre 0 et 100%. Maintenant, le PWM il peut être associé à différents modules, c'est-à-dire que dans la carte, le PIC 16F18875, on va avoir 2 modules PWM, c'est-à-dire qui eux ne feront que la fonction PWM, jusque-là cela c'est facile, mais encore une fois, nous on en a besoin de 3, parce qu'on a 3 LED à régler. Donc il va falloir qu'on utilise un autre module qui s'appelle le module CCP, Capture, Compare and PWM, qui est en fait un module qui va faire d'autres fonctions en plus du PWM, mais qui peut quand même faire le module PWM. Et c'est là qu'on comprend pourquoi on utilise Timer 2, c'est que le module CCP ne peut prendre en clock d'entrée sur le mode PWM, il ne peut prendre que Timer 2 en entrée. Et donc plutôt que de mettre plusieurs timers, on va mettre un seul timer pour nos 3 PWM, à savoir Timer 2. Maintenant, ce qui va être important, du coup, ça va être de régler correctement notre timer. Pour ça, il n'y a pas 30 options, généralement il suffit de le bouger un peu de manière à obtenir la résolution qu'on veut. La résolution, elle est indiquée ici dans ce qui est encadré en rouge, dans tous les modules PWM, que ce soit le CCP ou les modules PWM normaux. Vous verrez marqué PWM Resolution, et derrière sa valeur en bits. Si elle est de 0 bits ou qu'elle est inférieure à ce que vous cherchez, c'est que vous n'avez pas le bon setup de votre timer. Si, à l'inverse, vous avez une valeur qui est trop élevée, c'est également que votre timer n'est pas setup correctement. Pour setup le timer, c'est pas compliqué, il suffit de bouger un petit peu vos valeurs de prescaler et de période afin de retrouver la valeur en résolution que vous voulez. N'oubliez pas cependant de régler la clock de timer 2, la clock d'entrée, à FOSC sur 4. Si vous faites pas ça, vous trouverez jamais les bonnes valeurs.
Ici, dans l'exercice, on va vouloir une résolution de 10 bits. Le plus simple, c'est de mettre donc la clock d'entrée du timer 2 à FOS sur 4, de mettre ensuite son prescaler à 1,4, de garder son post-scaler à 1,1, et ensuite de mettre une période de 4,096 millisecondes. Ce qui, une fois appliqué, nous donnera une résolution pour tous nos PWM de 10 bits. Ensuite, si on s'intéresse au setup de CCP, il faut bien penser à mettre le mode de CCP en PWM. Sinon, par définition, vous n'aurez pas ce que vous voulez en sortie. Ensuite, normalement, vous n'avez plus rien à toucher, il suffit de vérifier que ce que vous avez sur votre écran est identique à la capture d'écran que vous voyez dans le cours. Et ensuite, pour setup les modules PWM normaux, il suffit de les activer, de bien leur dire que le timer d'entrée c'est timer 2, et ensuite vous verrez que eux ils ont un petit truc qui s'appelle duty cycle, en français donc rapport cyclique, qui est déjà indiqué. En fait, ce que ça veut dire, c'est que par défaut, tant qu'on les a pas modifiés, le rapport cyclique qu'on aura en sortie de ces PWM sera de la valeur indiquée ici. Par défaut, sur le PIC 16F18875, cette valeur elle est de 50,0%, sauf que nous on veut que par défaut les LED soient éteintes. Tant qu'on n'a pas changé nos valeurs, on veut que les LED restent éteintes, donc on veut que leur rapport cyclique soit de 0,0%. Donc ça, il faut bien penser à le mettre dans votre setup de MCC. Maintenant, on va s'intéresser du coup au setup des pins, ce qu'on va voir dans le Pin Manager Grid View. Donc si on reprend les consignes du TP, et qu'on descend un petit peu pour aller regarder ce qui nous est demandé, on se rend compte donc, ce que je vous ai dit, qu'il faut régler les 3 LED avec les PWM, et avec le timer 2. Bon, si vous avez setup le timer 2 comme je vous ai dit, ce qui est indiqué ici en vous disant que PR2 égale 0xFF, on s'en fiche, c'est déjà fait. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui nous est donné ensuite. On nous dit quel PWM va être associé à quel LED. Donc PWM6 pour la LED rouge, PWM7 pour la LED verte, green, et CCP1 en mode PWM pour la LED bleue. Là, ce qui pourrait être intéressant, du coup, c'est d'aller regarder les annexes. Si on s'intéresse aux annexes qui est à la fin du fascicule de TP, on va se rendre compte qu'on a des super petits schémas qui nous expliquent justement comment sont reliés les LED à l'intérieur. Par exemple, ici, donc on va avoir un petit schéma qui va nous expliquer comment sont contrôlés les LED avec leurs transistors, et si on descend un petit peu, on va avoir un schéma qui va nous montrer comment ils sont connectés à notre carte. Donc ici, il suffit de retrouver RGB Red, RGB Green et RGB Blue pour se rendre compte de sur quel port ils sont connectés. Par exemple, RGB Red, ici, est connecté au pin RD4, RGB Green est connecté à RC0 et RGB Blue est connecté à RC1. Donc, dans notre pin config, c'est ce qu'on va vouloir justement sélectionner. Il suffit ensuite de comparer par rapport à ce qui nous est indiqué dans la consigne pour associer donc les bons pins au bon PWM. En l'occurrence donc RGB Red RD4, donc RD4 sera associé au PWM6. RGB Green RC0, donc RC0 sera associé au PWM7, et RGB Blue RC1 sera donc associé à la broche PWM du CCP1. Une fois que ce setup là est fait, il nous suffit techniquement de passer au code. On génère avec MCC et on ouvre le fichier de code. Par raison d'habitude et de simplicité, moi je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code, qui est un logiciel qui est disponible sur tous les ordinateurs. Vous pouvez également faire cette opération, mais si vous préférez, vous pouvez quand même coder depuis MPLAB directement. Je vous montre comment faire l'opération si vous voulez l'ouvrir avec VS Code, qui est une interface qui, à mon sens, est beaucoup plus facile d'utilisation que celle de MPLAB. Pour autant, ça fonctionne de la même manière. Vous allez donc dans le dossier où est stocké votre projet, vous allez trouver le main.c, vous ouvrez ensuite VS Code en le cherchant dans Windows avec la barre de recherche, et ensuite simplement vous prenez votre fichier .c et vous le glissez dans VS Code. Nous, ce qui va dans un premier temps nous intéresser, c'est vérifier que nos PWM y fonctionnent. Pour utiliser les PWM, c'est pas très compliqué, il suffit d'entrer la fonction PWM, numéro du PWM, et load duty value pour modifier du coup le rapport cyclique. Par exemple, ici, si on veut modifier notre PWM6, qui est donc associé à notre LED rouge, on va entrer PWM6, load duty value, entre parenthèses, la valeur qu'on veut rentrer. On se rappelle que notre PWM6 est défini sur 10 bits, donc de 0 à 1023, et donc si on veut que la LED soit allumée à pleine puissance en permanence, on va rentrer 1023. On se met à la ligne, on n'oublie pas le point-virgule, et simplement on retourne dans MPLAB, le fichier main.c, s'il est ouvert, c'est normalement mis à jour avec ce que vous venez de rentrer, et vous avez simplement à cliquer sur le bouton pour envoyer le code vers la carte. Vous allez alors constater que la LED rouge s'allume à pleine puissance sur la carte. Il se peut que les autres LED s'allument, donc il va falloir les éteindre. Pour cela, vous allez donc rentrer les valeurs des PWM en les mettant à 0. Par exemple, pour la LED verte, ça sera le PWM7,
load duty value 0. On aura donc un rapport cyclique de 0 sur le PWM7, ce qui revient à une valeur moyenne de 0 V. Donc le PWM7 est entre guillemets éteint, et la LED verte associée, elle ne s'allumera pas. Et enfin, la LED bleue, contrôlée par le PWM1, sur lequel on fait également load duty value 0, point virgule. On a notre LED rouge qui est à fond et les deux autres qui sont éteintes. Maintenant que ce fonctionnement de base est établi, on va pouvoir s'amuser à modifier les valeurs pour ajouter un fonctionnement un peu plus complexe. Si on reprend les consignes, on nous demande du coup d'allumer la LED rouge à fond, 255.0.0, et on se rend compte du coup qu'il nous demande de faire un affichage pour afficher à l'écran, grâce à Realterm, les valeurs de ce qu'on envoie dans nos PWM. Pour ça, on va devoir utiliser la liaison UART, et pour utiliser la liaison UART, il faut aller reprendre le cours parce que c'est un peu plus compliqué. Si on reprend le cours, pour setup la liaison UART, il suffit de l'ajouter depuis les ressources de MCC, et ensuite il faut bien penser à l'activer, activer la transmission, mettre un baud rate de préférence à 9600, mettre les bits de transmission à 8, bits de réception à 8, activer la réception, parce qu'il y a besoin d'un échange, et nous, ici, on nous dit qu'on veut utiliser printf pour afficher à l'écran les valeurs. Pour cela, si on regarde ce qui est marqué dans le cours, on nous dit qu'il faut activer redirect stdio to useart. Donc du coup, on va devoir cocher cette case pour pouvoir justement faire en sorte que quand on fasse des printf, ils soient envoyés dans la liaison UART vers notre ordinateur et donc derrière vers Realterm. Une fois que ce setup est fait dans MCC, il suffit de retourner dans le code, de bien penser à importer stdio, et ensuite de faire un printf de ce qu'on veut afficher à l'écran. Si vous savez plus faire des printf, je vous conseille fortement de reprendre votre fascicule de premier semestre dans lequel c'est bien expliqué. C'est des notions ultra importantes dont il va falloir se rappeler tout au long de l'année, et surtout si vous voulez continuer à évoluer en informatique. Ensuite, si on reprend les consignes, on nous demande un affichage assez particulier, entre parenthèses R,G,B, fin de parenthèse, égale entre parenthèses les valeurs des LED qui correspondent. On vient donc dans le code et on écrit ça. Ici, comme on est un peu des bourrins et qu'on n'a pas setup des variables pour les valeurs de chaque LED, on va simplement mettre les valeurs directement. Et voilà, il suffit de compiler ce programme avec MPLAB et de l'envoyer dans la carte. Si vous ouvrez ensuite Realterm et vous faites la configuration correctement, à nouveau si vous savez plus faire, je vous renvoie vers le fascicule cette fois de deuxième semestre, dans lequel on l'avait fait sur la carte A, il me semble. À ce moment-là, vous verrez donc dans Realterm s'afficher ce qu'on vient de taper à l'écran, à savoir RGB égale 255.0.0. Maintenant, comme on peut s'y attendre dans la suite de l'exercice, ça va être plus intéressant justement de mettre en place des variables pour stocker les valeurs des LED respectives. Ici, ils vont nous recommander de faire une structure. Pareil, si vous savez plus faire des structures, je vous renvoie vers le cours du 3e semestre, où c'est plutôt bien expliqué. Pour créer des structures, le mieux c'est de le faire dans un nouveau fichier. C'est pas forcément le plus simple a priori, mais ça va éviter certaines erreurs de compilation qu'on peut parfois retrouver parce que le code devient illisible. Vous avez plusieurs options. La plus simple reste de créer le fichier directement depuis MCC en allant dans la liste des ressources, faire un clic droit sur Header Files et rajouter un header que vous appelez par exemple types.h. Et ensuite dans ce types.h, vous pouvez l'ouvrir avec VS Code pour coder dedans. Sinon, si vous aimez bien la méthode un peu bourrine comme moi, vous allez simplement dans le dossier du projet, vous faites un clic droit, nouveau, document texte, que vous renommez types.h, vous supprimez l'extension .txt, vous acceptez le message, et vous avez un fichier .h créé. Dès qu'on l'ouvre dans VS Code, on se rend compte qu'il est vide. On va du coup venir copier notre importation des paramètres de MCC. Dans le doute, pas forcément obligatoire, mais ça nous permet d'éviter certaines erreurs qu'on pourrait avoir dans le futur. On va ensuite créer une structure qui va reprendre des types déjà existants. Pour ça, on va utiliser la commande typedef. Et on va ensuite lui préciser qu'on crée une nouvelle structure de données, avec l'identifiant struct. On ouvre les crochets et on est prêt à le coder. Ici, si on reprend ce qui est marqué dans le fascicule ATP, on va vouloir créer des fragments qui s'appellent red, green et blue, qui sont chacun des entiers non signés sur 8 bits. Pour ça, on va donc utiliser le type uint8t, suivi du nom du fragment. Ici, red, green et blue. Et voilà, on a créé nos 3 fragments. Et ensuite, on va simplement donner le nom de notre type. Comme indiqué dans la consigne, ici c'est RGB color T.
On n'oublie pas le point virgule, et voilà, notre structure est créée. Quand on revient dans notre main, il faut maintenant qu'on importe ce fichier. Pour ça, simplement on fait include le nom du fichier, que cette fois on mettra entre guillemets vu que c'est un fichier local. Une fois importé, il est prêt à être utilisé. La première chose qu'on va faire donc, ça va être créer des variables qui vont contenir nos couleurs. Si on reprend ce qui est conseillé dans le TP, il nous donne 3 couleurs préexistantes, mais vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Ici par exemple on va avoir un rouge, un bleu électrique et un fuchsia. On revient dans le programme et, moi je préfère le faire dans le main mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, on va du coup enregistrer ces variables. Pour ça, comme pour toute variable, on lui donne un type, ici le type qu'on vient de créer, suivi du nom. Par exemple le premier ça va être un rouge clair, vu qu'il va être 100% en rouge et 0% sur les autres couleurs. On pourrait simplement l'appeler red, mais par souci de précision, je vais l'appeler bright red pour bien préciser que c'est un rouge clair. Comme on utilise maintenant une structure qui contient plusieurs sous-éléments, on va préciser au logiciel qu'on utilise des sous-éléments en utilisant des crochets pour définir la variable. En premier le rouge, en deuxième le vert, et en troisième le bleu. Maintenant que c'est fait, il nous suffit donc de définir 2 nouvelles couleurs, par exemple le bleu électrique, le fuchsia, etc. Par pure préférence personnelle, j'ai préféré simplement définir les 3 couleurs primaires, rouge clair, vert clair et bleu clair. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, du moment que vous vous rappelez desquelles elles sont, et que vous leur donnez des noms précis. Ensuite, comme indiqué dans le fascicule de TP, il est recommandé de créer une fonction qui va automatiquement mettre les LED de la bonne couleur. On écrit donc le prototype de la fonction, que l'on va ensuite dupliquer pour pouvoir l'écrire plus bas. Cette fois on met des crochets à la place du point virgule et on commence son écriture. Ici c'est pas compliqué, on va simplement reprendre ce qu'on a dans notre main et le décaler directement dans la fonction. On va simplement remplacer les valeurs qui sont envoyées par color.nom du fragment, ici c'est la couleur rouge, donc red. Même chose pour le PWM7, color, vu que c'est la variable qui va contenir notre couleur, point nom du fragment, green. Et enfin pour le bleu, color.blue. On va du coup retourner dans notre main, et maintenant appeler cette fonction en lui passant par exemple en paramètre le rouge clair. Ici le code fonctionne, mais à nouveau si je modifie pour mettre par exemple le bleu clair, ce qui va être 0,0255, alors l'affichage n'est plus bon. On va donc créer une dernière valeur qui va être la variable temporaire dans laquelle on va enregistrer la couleur que l'on veut envoyer. À nouveau on lui donne le type custom que l'on vient de créer, et simplement maintenant, dans notre affichage, on peut remplacer nos valeurs par currentColor.red, .green et .blue en fonction de la valeur. On va donc du coup maintenant envoyer currentColor à la fonction au lieu de lui envoyer directement la couleur que l'on veut afficher. De cette manière, on a juste à modifier la valeur de currentColor pour que tout notre affichage et les LED soient mis à jour. Cependant, on ne définit pas currentColor, donc actuellement, on envoie une valeur qui est inconnue et qui risque de mal s'afficher. On va donc créer un tableau qui va regrouper toutes les valeurs que l'on a déclarées au-dessus, afin justement de pouvoir sélectionner de manière régulière toutes ces couleurs-là. Le tableau va à nouveau reprendre le même type, on lui donne une taille, qui pour l'instant va être simplement le nombre de couleurs custom que l'on a, 3, et on va simplement lui lister les couleurs que l'on a. Notre affichage est maintenant terminé, et comme on va probablement lire ce tableau avec des boucles, il va falloir que l'on définisse une variable permettant de se rappeler où on en est dans le tableau. Je vais ici utiliser du coup la plus petite variable qu'on a à notre disposition, un uint8. Par défaut, on la met à 0 parce qu'on va vouloir commencer au premier élément du tableau. On modifie le début de la boucle while pour commencer par initialiser currentColor. On va lui donner la couleur que l'on veut afficher. Pour ça, on va chercher l'élément du tableau, à savoir
registered color list et l'élément qui est notre tête de lecture, registered color read. Si tout ce que je viens de faire vous semble un peu sorcier, je vous encourage vivement à aller revérifier votre fascicule de premier semestre dans lequel on a couvert les tableaux et comment ça marchait. Une fois que c'est fait, on peut faire l'affichage, et après simplement on va augmenter du coup l'emplacement que l'on veut lire dans le tableau. Comme on l'augmente de 1, on fait simplement une bête incrémentation que l'on peut signifier avec le ++. On va simplement faire en sorte que si on dépasse la valeur limite du nombre d'éléments dans le tableau, on revienne bien à 0. Et avec ça, notre programme est fini. Maintenant, vous voyez que c'est un peu fastidieux de, à chaque fois, aller augmenter le nombre de couleurs prédéfinies que l'on a, à la fois dans la déclaration du tableau et dans la vérification de la tête de lecture ici. Pour ça, on peut simplement du coup définir ce nombre ici. Il nous suffit ensuite de simplement remplacer tous les endroits où on écrivait le nombre de valeurs par la valeur que l'on vient de définir. Maintenant que c'est fait, je vais juste faire un tout petit peu de mise en page pour que ça soit plus propre. Ici, j'ai pas rajouté de délai, et si vous exécutez le programme comme ça, vous verrez déjà que vous arrivez à voir les LED s'afficher suffisamment longuement. Pourquoi? Parce que la liaison UART va ralentir la vitesse de notre pic, ce qui va permettre simplement de faire l'équivalent d'un délai. Je vais quand même en rajouter un parce que par la suite, je vais désactiver le printf, justement pour que l'on gagne du temps dans l'exécution. Ici, un délai de 50 millisecondes devrait être largement suffisant pour qu'on arrive à voir les LED s'afficher. Si on exécute ce premier programme, tout devrait fonctionner correctement. Dans la question 3 et 4, on va créer une machine à état, c'est-à-dire une machine avec différents modes de fonctionnement. Pour ça, pour gérer en tout cas l'état dans lequel on va se trouver, on va devoir créer une énumération. Une énumération, c'est une variable qui ne peut contenir que certaines valeurs qui sont définies dans l'énumération. En l'occurrence, la variable qui prendra le type state_t ne pourra contenir comme valeur que setRed, setGreen ou setBlue. Aucune autre valeur ne seront permises. Donc on va commencer par ça. On revient dans notre fichier type et on définit du coup cette énumération. Attention, cette fois on ne met pas de virgule à la dernière valeur. Et voilà, on a fini de définir notre énumération. On revient dans notre main et on enlève tout ce qui ne va plus nous servir. Je vais juste garder le printf pour des besoins de debug plus tard si vous avez des erreurs. Je voulais juste le commenter, parce que pour l'instant, on veut l'enlever. Si on s'intéresse à la consigne en tant que telle, on va voir que c'est assez complexe. Il y a beaucoup de textes, beaucoup d'informations qui nous sont données, donc on va essayer de la diviser en deux pour s'intéresser aux passages les plus importants. Ici, on nous dit qu'on va avoir un appui sur le bouton S2 sur interruption IOC qui va nous permettre de changer de mode, et que le mode dans lequel se trouve la machine sera reflété par l'affichage d'une LED. Bon, déjà, ce qui va nous intéresser, ça va être de voir sur quoi BPS2 est relié. Alors, soit vous lisez directement sur la carte, soit vous allez regarder à nouveau sur les schémas de connexion, où vous allez voir BPS2 sur RC5, et on le verra après, on a besoin également de BPS1, qui est sur RB4. On va du coup les mettre dans MCC, et comme on va les gérer par interruption, on n'oublie pas d'activer les interruptions depuis le pin manager. Attention cette fois, ces boutons poussoirs, pour rappel, ne sont actifs que lorsqu'ils sont à 0, c'est-à-dire lorsqu'on passe d'un état haut à un état bas. Ça génère un front descendant, un front négatif, donc leur interruption sera négative. Si on relit légèrement l'introduction de la consigne, on se rend compte qu'on va avoir besoin des LED D3, D4 et D5, donc on pense bien également à aller les activer. Pareil, si on les a oubliés, on peut les revérifier, soit depuis ce schéma de connexion là, mais ça commence à devenir un peu le bazar, donc on peut le prendre depuis simplement leur schéma de connexion électronique ici. Elles sont donc reliées à RA4, RA5, RA6 et RA7. Une fois que tout a été ajouté dans MCC, on peut simplement repasser au code. Alors, on va faire de l'interruption. Donc on va créer une fonction qui va nous servir de routine d'interruption, d'ISR. En l'occurrence ici, elle est sur le bouton poussoir S2, donc on pourrait simplement la nommer ISR BPS2, mais cependant, on sait également que c'est la fonction qui va nous permettre de changer de mode. Je vais donc du coup l'appeler ISR modes.
Pour l'associer, il va falloir que dans le début du main, on redéfinisse que ISR mode est donc l'ISR associé au bouton poussoir S2. S2, on sait qu'il est relié, d'après notre schéma de connexion, à RC5. Donc l'IOC va s'écrire IOC CF5 pour Interrupt on Change, port C, flag 5. Et ensuite, set interrupt handler, nom de notre interruption, à savoir ISR modes. On est désormais prêt à aller la coder. On vient se mettre à la fin du programme, et on recopie notre prototype. On met les crochets, et c'est parti pour le code. Ici, ce dont on va avoir besoin déjà, c'est de rajouter notre variable qui va contenir le mode dans lequel la machine se trouve. Comme on va l'utiliser dans différentes fonctions, on va avoir besoin de la définir en tant que variable globale. Et comme on ne veut pas qu'elle soit modifiée entre chaque fonction, mais que chaque fonction accède à la même valeur, on va la mettre en volatile. En la mettant en volatile, on est sûr que toutes les fonctions auront donc la même valeur en temps réel. On utilise le type custom qu'on vient de créer, notre énumération. Et comme c'est une variable d'état, on va l'appeler systemState. On va faire une première initialisation en la mettant dans la première valeur qu'on lui a définie, à savoir setRed. Revenons à notre routine d'interruption. Instinctivement, on aurait tendance à faire des if, else if, else if, else if en série, ce qui est beaucoup trop long et complexe pour ce qu'on veut faire. Ici, on peut simplement faire un switch sur la variable systemState, et ainsi repérer son état, et en fonction de son état, faire les actions. Par exemple, si on commence par le cas où on est en setRed, on veut la faire passer à l'état suivant, à savoir setGreen. On n'oublie pas de mettre un break pour sortir de la boucle du switch. Sinon on va exécuter toutes les instructions qui suivent, ce qui n'est pas très utile. On a juste à dupliquer ça 2 fois. Et à changer les valeurs. Si on est en green, on passe en blue, et si on est en blue, on revient en red. Une fois que c'est fait, on se rend compte que dans la consigne, on nous demande également de gérer l'affichage des LED. La LED 5 pour le rouge, la LED 4 pour le vert et la LED 3 pour le bleu. Ici, on passe en vert, donc on va mettre nos LED. On pense bien à toutes les remettre dans l'ordre. RGB, D5 en premier, ensuite D4 et ensuite D3. On va au début toutes les éteindre, pour être tranquille. Et ensuite, on va modifier leur valeur au fur et à mesure. Ce qu'on va d'abord faire, c'est ensuite dupliquer ce petit bloc de code pour le mettre dans toutes les autres routines. Maintenant, on va s'intéresser à quelle LED on doit activer. Pour setGreen, c'est la LED 4. Qu'on va mettre du coup à setHigh au lieu de setLow. Pour setBlue, ça va être la LED 3. Idem, on la met à High au lieu de Low. Et pour setRed, c'est la LED 5. Et voilà, on a fini ce premier bout de programme. On passe à la suite. On doit coder une fonction qui va s'appeler incrementCurrentColor, qui va nous permettre, d'après la consigne, je cite, d'incrémenter le champ de la couleur choisie par pas de 16 et d'appliquer la nouvelle couleur, blablabla, blablabla. Ok, c'est vachement long, comment est-ce qu'on fait? Bon, déjà, on s'en fout de savoir ce que ça veut dire, incrémenter le champ de la couleur choisie par pas de 16. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va être une fonction qui va être gérée par le BPS1 sous interruption IOC. Autrement dit, à chaque fois qu'on va avoir une interruption sur BPS1, on va vouloir appeler notre fonction incrementCurrentColor. On crée la fonction incrementCurrentColor, et on l'associe au BPS1. Pour rappel, le BPS1 est connecté sur RB4. Donc on fait IOC BF4 setInterruptHandler et entre parenthèses le nom de la fonction. On va ensuite devoir coder cette fonction. On va à nouveau utiliser un switch pour déterminer dans quel état on est. En fonction de notre état, on ne va pas bouger la même LED. On va faire le premier cas, puis ensuite on le dupliquera et on le modifiera au fur et à mesure. Si on s'intéresse à cette partie incompréhensible, en fait, ce que ça veut dire, c'est que on va récupérer la couleur qui est actuellement affichée sur la LED sélectionnée, LED rouge, LED bleue ou LED verte, et on va augmenter sa valeur de 16. Maintenant, le problème, c'est comment est-ce qu'on récupère la valeur? Et ben, à nouveau, on crée une variable globale, cette fois de type RGBColorT, qu'on va à nouveau appeler currentColor parce que c'est facile. On va l'initialiser à 0, c'est-à-dire toutes les LED sont éteintes, et maintenant on va pouvoir du coup la modifier dans notre fonction. Ici on va vouloir récupérer la valeur de la LED rouge, donc on va prendre currentColor et le fragment red, et on l'augmente de 16. Avec cette petite sorcellerie, plus égale 16, ça va plus vite.
Cependant, ça va plus vite, c'est cool, mais quand on arrive au-delà des valeurs demandées, c'est-à-dire au-delà de 255, eh ben, rajouter 16 au-delà de 255, ça va pas trop nous arranger. Donc on va devoir lui mettre une limite. Pour ça, on peut lui faire un modulo. On n'oublie pas de faire le modulo sur le fragment. Et techniquement, on peut faire un modulo 256, parce qu'on va de 0 à 255. Cependant, en réalité, quand vous allez tester, vous allez vous rendre compte que quand vous allez appuyer sur votre bouton et que vous serez à la valeur maxi, vous allez dépasser 255, et vous allez revenir à 0. Autrement dit, vous n'allez pas revenir à 0 pile, mais vous allez revenir à 0 plus ce qui a dépassé 256. Si vous dépassez 256 de 8, bah vous allez revenir à 8 et pas à 0. Donc, à nouveau une petite sorcellerie, on va faire 271 au modulo. En fait, c'est 256 plus 15, la valeur que vous allez mesurer dans real terme lorsque vous dépassez. Ça vient simplement en faisant du test. Vous testez, vous vous rendez compte que vous dépassez avec 256 de 15, donc vous dites, bah il faut que j'incrémente mon modulo de 15 pour revenir à 0 pile. Autrement dit, vous arrivez à 271. La ligne est finie, on break et on a fini ça. On le duplique et on le modifie simplement pour avoir set green et set blue, et on modifie ensuite simplement le nom des fragments. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est appeler notre fonction pour charger l'affichage sur les LED, à savoir RGBL setColor. Et voilà, on remplit la question 3. La question 4, en fait, elle paraît assez complexe, mais elle l'est pas du tout. Ce qu'on va faire, c'est simplement récupérer ce qu'on avait fait au TP2 sur le Rotary 0 click, pour récupérer la logique qui va nous permettre de vérifier si on tourne dans un sens ou dans l'autre avec l'encodeur rotatif, et à partir de ça, on va incrémenter ou décrémenter la couleur. Déjà, on va du coup avoir une nouvelle fonction qui va s'appeler Decrement Color, qui va nous permettre justement de décrémenter au lieu d'incrémenter. Celle-là, elle n'est pas gérée par interruption, donc on l'associe pas à un interrupt handler. Par contre, pour la faire, simplement, on duplique notre fonction d'incrémentation, on change son nom, et au lieu de faire plus, on fait moins 16. Maintenant, on va s'intéresser au Rotary 0 click. Normalement, vous aviez fait le TP2, si c'était pas assez clair ce qui s'était passé sur le TP2, je pourrais également refaire une vidéo dessus, mais ça faudra attendre le week-end prochain. Du coup, pour l'instant, simplement, on va se contenter de recopier ce qu'on avait fait sur le Rotary 0 click. Si vous vous rappelez parfaitement de la logique et que vous l'avez comprise, vous allez voir que finalement recoder la fonction c'est pas ultra compliqué et vous pouvez le faire de tête. Ce qu'il faut simplement retrouver c'est où sont les deux encodeurs, donc pareil comme d'habitude on retourne sur le schéma de câblage, on retrouve l'encodeur 1 sur RD1 et l'encodeur B sur RA2. Vous allez du coup les mettre dans MCC et dans MCC vous oubliez pas de mettre encodeur B out avec des fronts, parce qu'on veut le contrôler par IOC. Et lui, on va le mettre en NI parce qu'on veut contrôler à la fois ses fronts montants et ses fronts descendants. Ensuite, on va du coup créer la routine d'interruption, void rotatif interrupt series routine, en void, qu'on va du coup associer à la prise de l'encodeur B, à savoir AF2. On va maintenant venir coder cette fonction, rotatif ISR, qui en fait se contente simplement, qui en fait ne contient qu'un simple if-else. Si l'encodeur A est égal à l'encodeur B, alors ça veut dire qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire, donc on veut augmenter, incrémenter. Donc on appelle simplement la fonction d'incrémentation. A l'inverse, si les deux sont différents, ça veut dire qu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc on veut décrémenter dans le sens anti-horaire. Et voilà, le programme est fini. Il vous suffit ensuite du coup de push ce programme sur votre carte, et vous allez vous rendre compte qu'on obtient bien le fonctionnement souhaité. Les trucs importants à retenir, c'est du coup que sur les IOC, on va pas simplement rentrer le nom que nous on a indiqué dans MPLAB, c'est-à-dire par exemple si on l'a appelé ENCB-out, on va pas rentrer ENCB-out set interrupt handler, mais bien IOC AF2, c'est-à-dire le port et le pin sur lequel c'est rentré. Il faut bien définir ces fonctions d'interrupt en void, les appeler pour les définir en tant qu'ISR et ensuite les coder. Ne pas oublier les fonctions de base qu'on a vues normalement au premier semestre comme le switch, qui peuvent être très utiles comme ici dans ce cas-là. Bien penser, si vous avez des soucis, à réactiver votre printf ici,
pour vérifier sur Realterm les valeurs que vous envoyez. C'est ce qui m'a permis par exemple de me rendre compte que le modulo 256 ne marchait pas et qu'il fallait passer à 271. Également ce petit truc un peu bizarre là où on avait décalé pour avoir une meilleure luminosité. Si vous avez des questions sur les structures, je vous laisse d'abord aller revoir le cours et si vous avez toujours des questions, alors à ce moment-là, je peux essayer d'y répondre sur le Discord. J'espère que ça vous aura été utile. Gros bisous à tous et à la semaine prochaine.